Nous avons une fois parlé des corps de métier complémentaires à l'architecture. Et aujourd'hui encore, nous irons à la rencontre d'un autre expert. Il s'agira ici d'un ingénieur de l'environnement. Ah, ce terme semble peu connu. Peut-être tu te dis, il s'agit encore de quoi? Il s'agit en réalité de quelqu'un, d'un intervenant qui participe à donner vie à ton projet sur un long terme. C'est pourquoi je t'invite sérieusement à prêter une oreille attentive sur tout ce qui sera dit dans cette vidéo. Et même si tu peux avoir une tasse de thé, des pop-corn, un ensemble de choses pour te maintenir en éveil, afin que tu ne loupes aucune des connaissances qui sera distillée dans cette interview. Et aussi, si tu as manqué d'écouter cette vidéo-là qui parlait des différents corps de métier en rapport avec le domaine de la construction pour donner vie à ton projet, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaîtra sur ton écran ou encore dans la barre de description. Ainsi, tu auras la possibilité de visualiser à nouveau cette vidéo-là et par la suite, tu pourras comprendre le fil des idées jusqu'à cette interview. Parce que nous nous lançons dans un programme d'échange avec les différents acteurs, les différents intervenants dans les projets de construction. Parce que tous travaillent en collégialité pour donner vie à ton projet, pour ton bien-être. Ah, ça souligne cela, c'est pour ton bien-être. Ainsi, je t'invite à prêter une oreille attentive afin de ne rien louper sur tout ce qui sera dit pour ton édification. Bonsoir Joseph, c'est un plaisir de t'avoir ici et je crois que cette interview apportera un plus aux Africains. Ainsi, est-ce que tu peux te présenter pour un départ pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Bonsoir, merci de me recevoir. Je suis Joseph Badjan, étudiant à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Filière génie de l'environnement, un nom abstrait pour beaucoup. Je suis en niveau 5 et je suis aussi le délégué de ma classe dont j'ai aussi des responsabilités de leadership en plus de mon cursus d'ingénierie. Voilà un peu qui je suis. Ok, super, vraiment super. On voit un homme assez dynamique dans le secteur du génie de l'environnement. Et là, c'est un secteur très peu connu en Afrique et je crois que tu ne me diras pas le contraire. C'est la raison pour laquelle je m'en vais te poser la question, celle de savoir c'est quoi le génie de l'environnement et qui est un ingénieur de l'environnement. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, les hommes ont construit des bâtiments. Alors, en construisant des bâtiments, en interagissant avec leur environnement, ils ont laissé des impacts. Cela veut dire qu'on ne laisse pas exactement comme on a trouvé. Alors, ces impacts-là peuvent être bénéfiques comme elles peuvent être nocives. Un impact nocif. Alors, généralement, après ces travaux, les impacts ne sont pas bons. Alors, le génie de l'environnement, il arrive à quel niveau? Il arrive vraiment là pour corriger les erreurs qui ont été commises pendant les travaux. Alors, par exemple, quand on arrive, on construit un bâtiment. Le bâtiment, pour qu'il arrive, là, on a dû utiliser le ciment, on a dû utiliser de l'eau. Alors, ces ressources ont été consommées. Comment est-ce qu'on fait pour que la nature et même l'homme ne souffrent pas négativement de ces impacts-là? Alors, on appelle un ingénieur en environnement pour qu'il vienne voir comment corriger les impacts négatifs de ce projet, de cette construction et de n'importe quelle investiture pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec la nature qu'il a trouvée. Hmm. Ok. Et maintenant, le deuxième pan de la question, c'est qui alors un ingénieur de l'environnement? Un ingénieur de l'environnement, comme j'aime souvent l'appeler, c'est le docteur de la nature. Le médecin soigne les corps, l'ingénieur de l'environnement soigne la planète. Une fois que l'homme mène ses activités, parce qu'il faut bien comprendre, à la base, la nature opère normalement. Hmm. C'est l'homme qui est venu interrompre les mécanismes naturels qui, je vais dire comment, qui prenaient soin de la planète.
Mm. Alors, une fois que l'homme a gâté, Mm. Yeah. l'ingénieur en environnement doit arriver pour réparer. Il vient Mm. là soigner la planète Mm. pour que la planète ne se venge pas. Parce que ce Mm. qu'on appelle des catastrophes, beaucoup de nos catastrophes sont des vengeances de la planète sur l'homme. Mm. On a beaucoup d'accidents, souvent liés aux bombes atomiques, aux déchets nucléaires Mhm. et on a le cas du lac Nyos, qui Mhm. était une réaction de punition de la Terre vis-à-vis de la mauvaise gestion des ressources des hommes. Mm. Ok. Donc là, l'ingénieur de l'environnement est le docteur de la planète. Voilà ce Exact. que je retiens. Et je ne sais pas si on peut également retenir ce terme-là qui est assez pertinent. Maintenant, est-ce qu'il existe une différence entre l'ingénieur de l'environnement et l'environnementaliste? Si oui, laquelle? C'est la même différence qu'on va faire entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées. Prenons l'exemple du génie civil. En génie civil, on apprend à construire des bâtiments. Mm. Ça, c'est le travail du génie civil. Il doit construire quelque chose. Il doit réaliser un projet. Mais pour réaliser le projet, il connaît des maths, il connaît de la physique, il connaît de la science des matériaux, etc., etc. C'est la même chose avec l'ingénieur de l'environnement et l'environnementaliste. L'environnementaliste connaît les sciences environnementales. Il connaît la géologie, la géographie, un peu de mathématiques, la XVT, les la biologie en fait. Mm. L'ingénieur de l'environnement, en plus de connaître ces choses, est capable de réaliser des projets axés sur l'environnement. Alors, il pourra construire un bassin de filtration, il pourra construire un ventilateur naturel ou ce qu'on appelle aujourd'hui une construction écologique. Mm. Alors, il prend ces sciences environnementales fondamentales et il Mm. les applique à son domaine pour réaliser ce que l'environnementalisme ne peut que lui conceptualiser. Ok. Donc, si je comprends bien, dans un village où l'environnementaliste est vraiment le concepteur, disons, c'est lui qui conçoit, c'est lui qui manage, c'est lui qui gère en fait un ensemble de choses dans le village. Maintenant, l'ingénieur de l'environnement est celui qui vient mettre en pratique tout ce qui a été pensé. Très exactement. Prenons l'analogie d'un projet. L'environnementaliste peut penser le projet. Mm. Il peut arriver et se dire, l'eau est sale, quels sont les paramètres de l'eau, on a un taux élevé de potassium, un taux élevé de chlore, un taux élevé de ceci, mais il soulèvera les problèmes. Il soulèvera les problèmes, il va dire, il faut faire ceci, cela, mais quand on va lui dire, que faut-il faire? Là, on aura soulevé un problème que il ne pourra pas résoudre. Ok. Alors, le que faut-il faire? On appelle un ingénieur en environnement. Il y Mm. a telle ressource, on a tel matériau qui est présent dans le village. Ce Mhm. matériau ou ce matériel peut être utilisé pour filtrer l'eau. Mm. L'environnementaliste pourra peut-être connaître ça dans son cahier, mais ne Mhm. saura pas appliquer ça à la situation réelle du village. Alors là, Mm. il faudra appeler un chef de projet qui est l'ingénieur en environnement pour qu'il vienne diriger les projets de leur mise en œuvre, pensés par l'environnementaliste parce qu'il a lui pensé le projet, il a vu le problème, à une solution. Mm. Wow, merci beaucoup. Merci vraiment d'être assez clair dans ces propos-là qui nous permettent de voir clairement la jonction entre l'environnementaliste et l'ingénieur de l'environnement. La connaissance est bonne. Je ne sais pas si vous constatez ça comme moi. Maintenant, par la suite, quel parcours en termes d'études académiques, formation professionnelle, stage, faut-il à un individu pour devenir officiellement ingénieur de l'environnement? Je vais commencer par la fin. On est déclaré ingénieur de l'environnement quand on a un diplôme d'ingénieur dans le domaine de l'environnement. Maintenant, comment est-ce qu'on acquiert un diplôme d'ingénieur de l'environnement? C'est en suivant des études en ingénierie de l'environnement. Excusez la tautologie, mais je sais où je vais chuter. Mm. Alors, prenons l'exemple de mon parcours personnel à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé dans le quartier Elighefa. Mm. Niveau 1, quand on entre dans le cycle ingénierie, on a 2 années d'ingénierie générale. On fait les matières fondamentales, la mathématique,
la physique, la chimie, la thermodynamique, etc., etc. Au niveau 3, il y a maintenant cette séparation en filières. Topographie, génie civil, urbanisme, même si maintenant urbanisme c'est directement au niveau 1, et ingénierie de l'environnement. En ingénierie de l'environnement, ce qu'on fait plus, c'est la chimie. On fait énormément de chimie et de biologie. Parce que vous voyez comme moi que la planète n'est pas vraiment un système mathématique. Il s'agit d'une série de réactions qui se passent là pour produire tout ce que nous avons aujourd'hui comme matériaux et des êtres vivants qui interagissent. Donc, c'est plus l'application des principes écologiques même. On apprend énormément d'écologie, de traitement des eaux, de gestion des déchets, le plus important volet de l'ingénierie de l'environnement ici au Cameroun, et de l'énergie. Alors, après avoir suivi ce cursus-là sur 3 ans et soutenir son mémoire de thèse de fin d'études, là, on reçoit un diplôme d'ingénieur en environnement. Cependant, on peut suivre un autre chemin, étudier les sciences environnementales, obtenir son BTS ou sa licence en sciences environnementales et décider d'aller se spécialiser en ingénierie de l'environnement à une école de formation qui offre cette spécialisation. Ici au pays, je n'en connais pas parce que je n'ai jamais cherché. Je ne sais pas si ça existe. Je n'ai jamais cherché pour savoir s'il y a des écoles qui proposent des spécialisations en ingénierie de l'environnement pour quelqu'un qui a suivi des sciences environnementales. Mais quelqu'un peut suivre aussi un autre parcours, aller en Waikele ou une université publique et faire de la géographie ou de la biologie, BIOS comme on l'appelle généralement à l'université. Et là, en 3e année, niveau licence, vous avez la science le choix entre l'ingénierie agricole, environnementale et des procédés. En suivant le parcours en ingénierie, vous formez en tant qu'environnementaliste. Là, maintenant, vous avez des savoirs dans le domaine de l'environnement et vous pouvez maintenant soit essayer de devenir chef de projet dans le domaine de l'environnement. Parce que en étant chef de projet dans le domaine de l'environnement, environnementaliste, vous avez une accréditation, une crédibilité comme étant quelqu'un capable de résoudre des problèmes dans le domaine de l'environnement, qui est là même la définition de l'ingénieur de l'environnement. Ok, d'accord. Cependant, quelles sont les compétences qu'on a après une formation en génie de l'environnement? Commençons par des compétences d'ingénierie générale, la gestion de projet, la capacité à résoudre des problèmes, une bonne maîtrise des matières scientifiques fondamentales, maths, physique, même informatique, parce qu'il y a des logiciels qu'on utilise dans le domaine de l'environnement. Maintenant, spécifiquement, un ingénieur de l'environnement sera capable de designer, excusez le terme, des stations de traitement d'eau, par exemple. Il sera capable de conseiller pour les municipalités sur la gestion des déchets. Parce qu'il faut dire que surtout ici au Cameroun, on ne peut pas marcher sans avoir une interaction personnelle avec un déchet, voire même intime avec les déchets. Nous vivons avec. Maintenant, la qualité de l'eau aussi. Un ingénieur de l'environnement est quelqu'un qui est expert dans les questions d'eau. Parce que, mais au niveau 3 et 4, ce sont des matières qu'on fait énormément. Parce que l'eau, c'est la vie, comme on dit. Gestion des déchets, énergie renouvelable aussi. Beaucoup d'énergie que nous utilisons aujourd'hui sont des énergies fossiles ou non renouvelables. Le Cameroun, cependant, est béni dans le domaine des énergies renouvelables parce que nous avons énormément d'eau, ce qui nous aide à avoir de l'énergie hydroélectrique. Alors, un ingénieur de l'environnement est capable, après, il faut dire, après le cursus et avec quelques mois d'expérience, est capable de vraiment conseiller des ingénieurs civils sur la manière de concevoir un bassin, je ne veux pas utiliser le terme bassin, un barrage, merci, un barrage hydroélectrique. Alors, on a ces compétences diversifiées dans plusieurs domaines parce que l'environnement, à vrai dire, ça touche à tout. Ça touche réellement à tout. Et ça, c'est vrai. Maintenant, quel est le rôle de l'ingénieur de l'environnement dans les projets de construction? Alors, ici, on va aller dans le volet fondamental de l'étude d'impact environnemental et social. Parce que aujourd'hui, on ne parle pas d'environnement sans parler
du volet social. Une étude d'impact environnemental et social, en quoi est-ce que ça consiste? Une fois qu'on a un projet de construction à réaliser, on va altérer la manière dont les choses se passaient à cet endroit. Altéré pour les hommes comme pour la nature. Imaginons qu'on veut construire dans un endroit encore inhabité avec énormément de forêts qui servaient à capturer le dioxyde de carbone et réguler la quantité d'oxygène, dioxyde de carbone dans l'air. Une fois que ces arbres seront coupés, ces feuilles seront végétées, brûlées même dans certains projets. Cela aura un impact foncièrement négatif sur la nature. Aussi, les animaux ou les êtres vivants qui étaient à cet endroit seront délogés. Et s'ils sont délogés d'un endroit, il va falloir qu'ils aillent à un autre endroit. Généralement, c'est dans les maisons des gens. On a eu un problème en Inde où des constructions ont été faites et les serpents qui vivaient dans ces endroits où les constructions ont été faites, les arbres ont été coupés, se retrouvaient dans les maisons. Ça a été en Inde pendant la période de la domination anglaise. Ça a même soulevé plusieurs problèmes qui deviennent politiques par la suite, mais ça, c'est un problème. Alors, ces constructions ont été faites sans prendre en compte les aspects environnementaux. Alors, ils ont eu ces problèmes. Maintenant, le social, c'est arrivons dans un secteur soit protégé par des préceptes sociaux de l'endroit, comme par exemple c'est une terre sacrée, où des habitants doivent partir. Des habitants qui partent, c'est aussi un aspect environnemental qu'on ne prend pas en compte parce qu'ils influencent aussi les aspects, les considérations environnementales à ces endroits. Ils leurs activités comme par exemple l'eau, l'agriculture, ces choses-là aident à renforcer le sol. Mais ces choses ne sont plus là. Alors, la qualité du sol aussi sera affectée. L'agriculture à cet endroit ne pourra plus exister parce qu'on va bétonner le sol, excusez-moi le terme, cimenter même. Et ça va vraiment négativement impacter le potentiel agriculturel de ce sol. Alors, quel est le rôle de l'ingénieur en environnement? Il vient vraiment maintenant faire une étude d'impact environnemental. Voici ce qui va être causé. Voici les impacts négatifs qu'auront ce projet. Comment est-ce qu'on peut pallier ou du moins éviter? Alors, on aura des stratégies je veux excuser l'anglicisme, prevention and control. Alors, comment est-ce qu'on va éviter et comment est-ce qu'on va contrôler ce qu'il va être, ces aspects-là qu'on ne pourra pas éviter parce que irrémédiablement le sol sera impacté. Que faut-il faire? Faut-il ouvrir un nouveau sol pour l'agriculture et l'impact carbone parce que ces arbres-là absorbaient bien du dioxyde de carbone. Faut-il replanter d'autres arbres ailleurs, etc., etc. Alors, l'ingénieur en environnement, en faisant des calculs ou en se référant à d'autres études d'impact, peut maintenant proposer une solution. Et c'est obligatoire, même dans la Constitution, qu'un projet, un grand projet, même les petits projets, au-delà de voire 50 millions, doivent présenter une étude d'impact environnemental et social. C'est obligatoire. Alors, voilà comment est-ce que l'ingénieur en environnement apparaît ou intervient dans le domaine de la construction. Cependant, on peut aussi vouloir faire ce qu'on fait déjà beaucoup ces temps-ci, la construction écologique. Alors, on construit de telle sorte à ce que le bâtiment lui-même respecte en quelque sorte les infrastructures naturelles. Alors, le bâtiment sera capable de respirer naturellement sans avoir besoin d'un climatiseur où la lumière dans le bâtiment sera totalement naturelle sans avoir besoin d'électricité et ça entre dans un concept plus profond et plus sérieux qu'on appelle l'économie circulaire. Ok. Donc, si j'ai bien compris, le rôle de l'ingénieur de l'environnement va dans le sens de la prévention et du contrôle. Maintenant, cependant, comment est-ce que l'ingénieur de l'environnement parvient à influencer les choix architecturaux, voire même les techniques de construction? Alors, un bâtiment construit dans une région, disons, en anglais on utilise le terme machi, une région où le sol n'est pas vraiment adéquat, stable, merci. Alors on va faire des études géotechniques et en environnement, on a ce qu'on appelle la géotechnique pour l'environnement.
Alors, on va faire des études de sol et soit conseiller à la construction ou pas. Est-ce que ça doit être construit ou pas? Alors maintenant, si on décide de construire malgré certains problèmes, on va conseiller l'architecte sur comment est-ce qu'il devra positionner son bâtiment. Il y a une photo qui circule beaucoup ces jours-ci avec un aimant qui maintient une maison. Le problème est venu parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas directement poser le bâtiment sur le sol. Ça a été vu, le bâtiment allait s'affaisser. Alors, les architectes ou les ingénieurs d'abord ont décidé de poser un aimant au sol et poser un aimant au-dessous, en dessous de la maison pour que l'aimant soit vraiment le support de la maison. Ainsi, on voit que pour ce concept d'économie circulaire, pour pouvoir réduire les ressources, les ingénieurs en environnement vont pouvoir conseiller les architectes ou même les ingénieurs, pour ceux qui savent dessiner, sur comment orienter la maison, sur comment placer comment utiliser certains matériaux. Parce qu'on sait déjà le ciment est très mauvais pour l'environnement. Le domaine de la production du ciment est le plus grand pollueur international, global même, voire même. Sur plusieurs années, il reste indétrôné. Alors, ici, l'ingénieur en environnement arrive vraiment comme le conseiller de l'architecte. C'est pour ça que des architectes font même des études environnementales. On a certaines matières à l'école que les architectes font aussi, parce qu'ils sont obligés de prendre ces choses en compte. Comment est-ce qu'on va mettre les tuyaux pour faire en sorte que l'eau sera parfaitement économisée dans la maison? Comment est-ce qu'on va orienter les fenêtres pour éviter d'avoir à utiliser des ampoules? Comment est-ce qu'on va même positionner les fenêtres pour s'assurer qu'on ne va pas mettre la clim? Comment est-ce qu'on va, dans quel matériau est-ce qu'on va construire les murs pour s'assurer une ventilation beaucoup plus efficace? Ce sont des concepts thermodynamiques approfondis dans le domaine, dans les filières de l'environnement. Alors, il y a plusieurs secteurs où l'ingénierie de l'environnement intervient pour conseiller les architectes sur comment est-ce qu'ils doivent construire leur maison. Et ça rentre encore, comme je le disais, dans les principes de l'économie circulaire. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous saisissez la pertinence de tout ce qui est dit et même l'importance des différents acteurs dans le process de construction d'un projet. Donc, s'il vous plaît, il est très important de se faire bien entourer pour avoir un projet rentable. Avant même d'être un projet rentable, ça doit être un projet viable. Et par la suite, nous allons continuer en posant la question, celle de savoir comment est-ce que l'ingénieur de l'environnement parvient ou aide à réduire l'empreinte carbone des projets de construction. Empreinte carbone ici renvoie à la quantité de dioxyde de carbone produit, généralement. On a soit la quantité de dioxyde de carbone produit ou plus approfondi encore, on a la quantité de dioxyde de carbone qu'on n'aurait pas produit si ce bâtiment n'avait pas été là. Alors, comme je disais aujourd'hui, l'exemple des arbres. Si on vient couper une végétation, ça veut dire que cette végétation avait la capacité d'absorber une quantité de carbone. Alors, l'empreinte carbone ici ne sera pas seulement la quantité de carbone qui sera produite par la construction, mais aussi la capacité de carbone qu'on aura empêché d'être absorbé par les arbres. Alors, on a ici un problème d'eau. Comment est-ce que l'ingénieur de l'environnement peut conseiller à réduire? D'abord, ici, c'est évidemment conseiller à l'architecte ou à l'ingénieur du génie civil de ne pas utiliser du ciment. Ça, je vais dire ça, on appelle ça c'est le tout premier point. Maintenant, si cela n'est pas évitable, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire la quantité de ciment d'abord utilisée. Parce que utiliser le ciment, c'est encourager les producteurs de ciment à produire plus de ciment. Ainsi, exactement, quand ils produisent, on achète, ils produisent encore plus et ils polluent. Premier pollueur. Ensuite, on va dire ici, essayer de planter des arbres dans nos constructions. Une fois qu'on a construit, s'il y a la possibilité, rendons notre espace vert. Je suis vraiment fier de mon établissement, l'école des travaux, parce que c'est quelque chose qu'ils ont essayé de mettre en place au maximum. Une fois que vous arrivez à l'école, vous voyez la verdure comme nulle part. Ils ont essayé de mettre des arbres un peu partout. Dès qu'on a une terre nue, on plante un arbre.
là où ce n'est pas cimenté, on plante un arbre. Dès qu'on voit un peu de terre, on plante un arbre, on essaie de mettre la végétation. Et cette végétation, elle n'est pas seulement mise, mais elle aussi entretenue, parce qu'il faut qu'elle reste en vie pour réduire l'empreinte carbone. Alors ici, la solution, elle est double. On a évité au maximum d'utiliser le ciment. Et numéro 2, essayer de planter le maximum d'arbres si possible. Mais non pas entrer dans des stratégies d'atténuation beaucoup plus compliquées, mais je pense que pragmatiquement, voilà les deux solutions qui permettent vraiment de dire qu'on est en train de marcher vers un projet vert. Ok. Merci énormément pour ce point. Et actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux difficultés que rencontrent les ingénieurs de l'environnement en ce qui concerne principalement la gestion de l'étude de l'impact dans les projets de construction? Merci beaucoup. La première difficulté, c'est le fait que beaucoup s'en foutent. Faut se dire la vérité. Quand tu dis à quelqu'un, ton bâtiment va négativement affecter l'environnement et même les habitants des alentours du projet, ils se disent, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème parce que fondamentalement, l'homme est capitaliste. On essaye de se faire le maximum d'argent possible. Et commencer à penser à des considérations environnementales et sociales, c'est réduire l'argent qu'on se met dans la poche. Parce que veiller sur notre planète, ça coûte cher. Alors, c'est ça le premier problème, c'est le fait que beaucoup ne sont pas partisans de la bonne action. Je vais le dire comme ça. Le deuxième problème, c'est même quand quelqu'un a l'intention, on présente les résultats. Et là, le premier problème entre encore en jeu, c'est que ça coûte cher. Il se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réduire ici pour pouvoir faire comme ça, comme ça? On lui dit oui, mais si on réduit comme tu as dit qu'on réduit, alors c'est comme si on n'avait rien fait. Alors, le problème principal ici, c'est même un manque de volonté. Mais je ne vais pas tirer sur les Camerounais ou sur... Le problème n'est même pas fondamentalement camerounais, il est global. Je ne vais pas tirer sur les gens parce que il faut se dire la vérité. On pense d'abord à soi. Et souvent, ce n'est même pas fondamentalement à soi qu'on pense. On pense à soi, à sa famille, de d'en mettre ça, comment est-ce que ça, je vais pouvoir gérer à la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que je construise ma maison pour éviter de payer le loyer parce que le loyer me coûte cher. Et donc, pour maintenant prendre des considérations environnementales en compte, ça devient vraiment compliqué. Alors, ce que je veux dire, c'est essayer de penser sur le long terme. Une solution. Essayer de penser sur le long terme. Une fois que la maison est construite, après, on a des maisons où on ne peut pas rester parce que on a construit dans un endroit inhabitable. L'eau se retrouve dans la maison d'en haut comme d'en bas et on est obligé de casser ou aller construire ailleurs. Ou on habite là malgré soi et ça commence à créer des tensions internes. Deuxièmement, c'est aussi sur le long terme, on se rend compte que essayez de vous dire si tout le monde faisait comme moi, où en serons-nous aujourd'hui? Si tout le monde venait construire en négligeant totalement le fait que d'autres personnes viendront construire après. Parce que un bâtiment, c'est un projet. À la fin, il y a des déchets. Souvent, est-ce qu'on les gère? Non. Souvent, on se dit, j'ai construit. On passe dans beaucoup de constructions aujourd'hui. On voit le, les sables qu'ils ont laissés, les trous qui ont été creusés sans être refermés, etc., etc. Et ces trous ouverts-là, vraiment, c'est mauvais pour le sol parce que l'eau entre, il dissout les nutriments que le sol contient et maintenant, quand l'eau doit s'en aller, ça part avec tous les nutriments. À un niveau, le sol devient faible, non cultivable et mauvais. Alors, posons la question, comme Kant le disait, si tout le monde doit faire comme moi, est-ce qu'il y aura encore une planète pour moi? Exactement. Ainsi, il faut penser sur le long terme et non sur le short term. Vraiment, comprenons ça et prenons de très bonnes décisions parce qu'il ne s'agit même pas seulement de nous. Tout à l'heure, on parlait qu'on fait des choses par rapport à nous, mais même pas vraiment par rapport à nous pour les nôtres, les membres de nos familles, etc. Mais en réalité, la vérité, c'est même est-ce qu'on fait ces choses-là pour les nôtres?
Parce qu'après nous, lorsque tu meurs là, tu pars, tu laisses tout ce que tu as eu à construire, tout ce que tu as eu à faire pour les personnes que tu as laissées, la génération d'après. Mais est-ce que cette génération-là parvient à bénéficier des retombées ou même de tout ce que tu as eu à laisser? C'est pas toujours le cas. Donc, il faut vraiment penser sur le long terme. Ainsi, je m'en vais aussi poser la question, celle de savoir quels sont les challenges dans le domaine de la construction durable au Cameroun en particulier et en Afrique en général.